Bonsoir Bouba et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons sur ce plateau Guy Marius Sagna, c'est le coordonnateur de la coalition Non aux APE. Bonsoir Guy Marius. Bonsoir Antoine. Vous étiez à l'Assemblée nationale il y a quelques instants où le gouvernement fait face à la représentation nationale. Quel était l'objectif de votre déplacement à l'Assemblée nationale ? Mon objectif de mon déplacement à l'Assemblée nationale était de pouvoir assister à un certain nombre de questions et de réponses pour voir un peu ce que nos représentants à l'Assemblée nationale vont évoquer par rapport à la situation politique nationale, mais également, surtout, quelles réponses le gouvernement va donner. J'y étais donc avec des compatriotes, dont le président de PASTEF, Ousmane Sonko. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à tous les débats. Pourquoi pour essentiellement une raison. Cette raison, c'est que 5 minutes après le démarrage en fait, de ce face-à-face gouvernement et Assemblée nationale, nous étions côte à côte, Ousmane Sonko et moi. Des gendarmes sont venus nous trouver pour nous dire qu'il était interdit d'écrire. Vous étiez en train d'écrire, de prendre notes? Oui, nous étions en train de prendre des notes parce que figurez-vous que déjà, il est interdit d'entrer avec des portables allumés. Quand vous entrez, les gendarmes vous disent éteignez vos portables. Donc nous avons éteint, nous sommes entrés. Et quand nous nous sommes assis, la cérémonie, la parodie a démarré et on nous a interdit de prendre des notes. Ça vous a choqué? Oui, je trouve ça choquant quand même qu'aujourd'hui, en 2016, que la démocratie au niveau du Sénégal en arrive à ces choses caricaturales. Oui, le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour répondre à des questions d'actualité, dont la plus, en tout cas, qui intéresse le plus, en tout cas, les Sénégalais, c'est l'affaire Petro-Tim. Est-ce que vous pensez qu'au sortir de ce face-à-face avec les députés, ce sera la fin de la polémique en ce qui concerne cette question, justement sous l'angle transparence? D'abord, je ne suis pas sûr que la question Petro-Tim est celle qui intéresse plus les citoyens sénégalais, en tout cas la majorité. Maintenant, il est clair que dans le débat politique, y compris politicien, c'est celui en fait qui remporte la Palme d'Or aujourd'hui. Qui a quand même mobilisé l'opposition et la société civile autour d'une marche. Notamment. Ce n'était pas la seule question. C'était au moins 3 questions. La première, c'était les atteintes aux libertés démocratiques. La deuxième, c'était le pillage des ressources naturelles. Pas du pétrole, des ressources naturelles. Je rappelle qu'au même titre que le pétrole, notre zircon pose problème. D'accord? Au même titre que le zircon, notre or pose problème. Notre gaz pose problème, etc. Donc, et la troisième question, c'était pour un processus électoral transparent. Alors, je n'ai personnellement aucun espoir par rapport à... la fin de la polémique? Non, par rapport à la fin, en fait, de la polémique. Rappelons que le premier rendez-vous entre le Premier ministre et la presse, c'était pas, en fait, une conférence de presse. C'était une déclaration. Le Premier ministre disant ce qu'il avait à dire et il n'y avait pas de questions. Ce deuxième face-à-face, il est, d'accord, également un face-à-face où tout est contrôlé. Figurez-vous que les questions sont posées avant, le Premier ministre les connaît avant et il va répondre. D'accord, il va se préparer, il va préparer les réponses et ceux qui les ont posées n'auront pas la possibilité de rebondir sur les questions. Ce n'est pas un principe universel quand ton gouvernement se déplace à l'Assemblée nationale qu'on sache les questions qu'on doit évoquer? Cela ne me choque pas que les questions soient connues, encore qu'on ne doit pas limiter les députés, mais ce qui me choque, c'est que les 150 députés n'aient pas la possibilité de rebondir sur des choses que les membres du gouvernement, le Premier ministre y compris, d'accord, auront apporté comme réponse. Parce que justement, s'il n'y a pas en fait la possibilité de revenir pour les députés, ça sera un one-man show, d'accord. Le député qui vient au niveau de l'hémicycle et posant ses questions, ne faisant en fait qu'une parodie de démocratie. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, les membres du gouvernement l'auront déjà entendu. Donc, je n'ai aucun espoir par rapport à beaucoup plus de transparence et de clarification. Justement, le Premier ministre, vous l'avez souligné tout à l'heure, a eu à s'adresser à la presse. Aujourd'hui, il fait face aux députés. Mais qu'est-ce qui reste à faire dans cette affaire Petro-Tim? Qu'est-ce qui reste à faire exactement? Moi, je voudrais dire 2 choses sur l'affaire Petro-Tim. La première, c'est que le débat aujourd'hui, il est articulé autour des questions de corruption et de gestion démocratique de nos ressources. Cet aspect du débat, il est important. Et c'est celui qui domine aujourd'hui l'actualité du débat, d'accord, sur la question de Petro-Tim. Il faut
que les choses soient claires. Vous n'êtes pas satisfait de la façon, oui. Est-ce que Aliou Sall et son grand frère de président sont, d'accord, sont coupables de délits d'initié ou pas? Ça, il faudrait que ça soit le plus clair possible et ce n'est pas à travers ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée nationale qu'on va y arriver. C'est ça. Comment y arriver, justement? Dites-nous. Bah, malheureusement, je crois que le Sénégal est à plaindre, d'accord, en ce sens qu'on a découvert ses ressources dans un système en fait politique qui n'est pas suffisamment démocratique. Ce système-là est tel que, d'accord, il y a une oligarchie, d'accord, qui contrôle tout, à tel point que les citoyens n'ont pas la possibilité, d'accord, de contrôler réellement leurs ressources. Ce qui va se passer au Sénégal avec ce système-là, c'est ce qu'on a vu dans d'autres pays. Et là, je dis que le débat politique au Sénégal sur la question du pétrole doit s'élever. Si c'est le cas, donc votre combat est perdu d'avance. Alors, nous pensons que les luttes démocratiques sont importantes. La preuve que les luttes démocratiques sont importantes, c'est que jusqu'à présent, les manifestations étaient interdites dans ce pays-là. Le 14 octobre dernier, même s'il y a eu en fait répression, la manifestation a été autorisée. Mais deuxième illustration que les luttes en fait démocratiques sont importantes, le petit frère du président de la République a prétendu qu'il a démissionné de son poste. D'accord? En réalité, c'est un jeu de chaises musicales. Il a quitté une station de la société pour aller à une autre station. Mais même ça, c'est une preuve que ce débat-là, il est important. Mais ce débat-là mérite en fait d'être poussé beaucoup plus loin. Aujourd'hui, la classe politique tout entière, opposition comme majorité, devrait réfléchir à une chose. Figurez-vous que le Nigeria produit du pétrole depuis très longtemps. Mais en 2012, le Nigeria a été obligé, d'accord, d'abandonner la subvention sur le pétrole. Il y a eu des émeutes. Est-ce que le Sénégal qu'on veut, c'est un Sénégal qui ressemble, d'accord, au Nigeria? Mais deuxièmement, il y a un cocktail qui risque d'être mortifère si on n'y réfléchit pas aujourd'hui pour y trouver des solutions. C'est le cocktail pétrole, franc CFA et accord de partenariat économique. Vous savez, avec le pétrole, nous allons recevoir beaucoup de devises. Mais plus vous recevez de devises, plus votre monnaie est forte. Ça veut dire que plus vos marchandises que vous exportez, d'accord, moins elles vont être compétitives plutôt, ces marchandises-là. Donc les secteurs d'exportation risquent d'être liquidés. Si vous avez un franc CFA qui est caractérisé notamment par un taux de change qui est fixe. Donc plus les devises de pétrole entrent, plus la monnaie est forte, moins vos marchandises à l'exportation sont compétitives. Mais troisièmement, si les secteurs d'exportation sont liquidés, vous ouvrez vos marchés avec les accords de partenariat économique, vous détruisez également d'autres secteurs. Ça veut dire que, d'accord, ce qu'on appelle la maladie hollandaise en économie risque de vous atteindre. Ça veut dire quoi? Votre pays va être extrêmement dépendant de la manne pétrolière. C'est ce qui se passe avec le Tchad, avec le Gabon, avec le Congo, avec le Venezuela. C'est-à-dire que quand le cours du baril monte, vous avez la possibilité de faire des investissements et en général, ce sont des investissements de prestige. Mais quand ça baisse, tout le monde le ressent. Vous voyez ce qui se passe au Venezuela, vous voyez ce qui se passe ailleurs, vous voyez ce qui se passe au Nigeria. L'autre chose également sur laquelle la classe politique devrait en fait réfléchir, c'est que dans quasiment tous les pays, notamment en Afrique où il y a eu découverte de pétrole, d'accord, il y a eu en fait un recyclage des pétrodollars, d'accord, à travers, d'accord, une militarisation, à travers un achat des armes. Or, aujourd'hui... le risque est là. Le risque est là. Et malheureusement, dans ce débat-là, ces questions-là ne sont pas prises en compte. Parce que la classe politique ne maîtrise pas ces questions. Quelque part, il faut le dire. Ou parce qu'elle ne les maîtrise pas, ou parce qu'en réalité, il y a une partie de la classe politique, qu'elle soit au pouvoir comme dans l'opposition, qui ferait la même chose que Macky Sall à la place de Macky Sall. C'est là où se trouve le danger. Alors, nous allons évoquer une autre question. Le rapport Doing Business, le Sénégal 147e sur 190 pays. Notre pays, donc, a fait un bond en avant. 6 places gagnées. Bon classement? Je rappelle que le Doing Business, c'est un classement de la Banque mondiale. La Banque mondiale, à côté du FMI, d'accord, à côté de l'OTAN, à côté de l'Organisation mondiale du commerce, est une institution qui participe à l'oppression de nos peuples, à la domination de nos peuples, d'accord, au profit des renards européens, au profit des buffles américains. C'est ça la Banque mondiale. Les plans d'ajustement structurel appliqués depuis les années 70 dans nos pays, d'accord, partout où ça a été appliqué, ça a été l'échec. Quel crédit alors accorder
au classement de cette Il n'y a institution-là. pas de crédit pour vous. Pour moi, il n'y a aucun crédit. Je ne suis pas d'accord avec les politiques du président Macky Sall, mais je n'utiliserai pas le doing business contre le président Macky Sall. Ceux qui également se félicitent de ces résultats, pour moi, ils n'ont rien compris. Il faut qu'ils décolonisent leur esprit. L'an passé, la Chine était 96e. Derrière, figurez-vous, la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc. La Grèce qui a beaucoup de problèmes économiques. Hein. Mais est-ce que vous pensez que cette Et la Chine 96... qui est considérée comme étant une Justement, puissance quelle est la valeur accordée, d'accord, à ce classement? Vous pensez que la 96e place, d'accord, pose un problème à la Chine? Nous, on est derrière le Mali et le Cap-Vert. Tout ça. Alors, l'autre chose que je voulais ajouter par rapport à ce classement Doing Business, c'est que jusqu'à la veille de 2000, un pays comme la Corée du Sud, pour ouvrir une entreprise, pour démarrer une entreprise, il fallait 299 permis distribués par 199 agences. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais est-ce que ça a empêché la Corée du Sud de sortir du sous-développement? Parce qu'en réalité, le doing business, c'est quoi? C'est de faciliter la création des entreprises, l'installation des entreprises, etc. Quand même, il faut reconnaître que le Sénégal a fait des efforts sur ce plan. Oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est que Oui. la Corée, 299 permis, 199 agences qui les distribuent, ça n'a pas empêché à la Corée de sortir du sous-développement. Donc, quelle est la valeur de ce doing business-là? D'accord? Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à cette question en fait de doing business, c'est qu'en réalité, le doing business, c'est un bulletin météo au service du capital étranger qui est à la recherche partout dans le monde de teranga. Là où il y a beaucoup plus de teranga pour la capitale. Pour le capital. On donne plus de points. Absolument. Très bien. D'accord. Mais ce n'est pas en fait pour les peuples. Ça n'a aucun intérêt pour ceux qui vont être victimes aujourd'hui avant minuit des 76 enfants de moins de 5 ans qui vont mourir dans la journée au Sénégal. Ça n'a aucune importance pour les peuples. Guy-Marius Sagna, coordonnateur de la coalition nationale non aux APE, où en êtes-vous avec votre combat contre la signature des APE? Lentement, mais sûrement, nous voyons tous les jours beaucoup plus de nos concitoyens qui s'engagent dans cette lutte. Nous voyons le PIT qui a organisé en fait, mais récemment, une conférence de presse pour réaffirmer son opposition à l'accord de partenariat économique. Le PIT qui est un allié du président Macky Sall. Et qui dit, figurez-vous, que l'APE est un anti-PSE. Voilà autant de choses, d'accord, qui en fait nous encouragent à poursuivre le combat. Un combat perdu d'avance, vu que le Sénégal demande aux autres pays qui n'ont pas signé ces APE de les signer. Malheureusement, les élites sénégalaises ont toujours été caractérisées, de l'esclavage à la colonisation jusqu'à maintenant, par une position d'avant-garde dans en fait, le service, dans la soumission, d'accord, aux puissances coloniales. J'estime que cette posture, d'accord, de notre gouvernement à encourager ceux qui n'ont pas signé à signer, c'est une position de tirailleurs sénégalais au service de l'Union européenne. Antoine, il n'est pas acceptable de signer un accord qui, tous les ans, va permettre aux entreprises de l'Union européenne de faire des économies de 75 milliards de francs CFA. Qui a besoin d'aide? Les entreprises de l'Union européenne ou bien les paysans sénégalais? Ou bien les femmes sénégalaises? Ou bien les entreprises en fait sénégalaises? Et ces 75 milliards de francs CFA vont devenir 240 milliards de francs CFA par an à partir de la 20e année. Antoine, il n'est pas acceptable de signer un accord de partenariat économique qui va faire que 75% des marchandises de l'Union européenne qui ne paieront plus de droits de douane vont concurrencer nos marchandises. PME, PMI vont fermer. Nos paysans vont avoir des difficultés pour vendre. Ça veut dire que la pauvreté, le chômage et tout ce qui s'ensuit vont augmenter. Dernière question. Le régime d'Abdoulaye Wade était contre les APE, Macky Sall est pour. Vous pensez sincèrement, si les APE étaient un danger pour le Sénégal, les autorités allaient s'engager? Écoutez, c'est comme si vous me demandiez, est-ce que je pense sincèrement que si l'esclavage était un danger pour nos royaumes d'alors, certains rois n'allaient pas s'engager? C'est comme si vous me disiez, si certains d'entre nous, si en fait la colonisation n'était pas bonne, est-ce qu'en fait certains d'entre nous allaient s'engager à être aux côtés des puissances coloniales? En réalité, chaque fois qu'il y a oppression, il y a deux mouvements. Résistance, collaboration. Nos élites, nos dirigeants, malheureusement... Les résistants, c'est vous? Entre autres, nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Nous faisons partie, au niveau de la coalition nationale non aux accords de partenariat économique, des Sénégalais, des Sénégalaises
ici dans le pays et dans la diaspora, à être des patriotes, à être des nationalistes sur cette question-là, ainsi que sur d'autres. Très bien. Guy Marius Sagna, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la coalition nationale Non aux APE. On a évoqué des questions d'actualité, le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, entre autres. Bouba, c'est fini pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Mahmoud Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.